Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hop là, bienvenue dans ce webinaire sur trouver des clients et des missions avec Jump. Donc moi je travaille pour Jump, je suis Claire et je suis accompagnée de Florian côté de Cherry-Pick qui est en train de finir de se connecter. On attend quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Il y avait beaucoup d'inscrits sur cette session, donc j'espère qu'on sera nombreux, ça va être chouette. Bonjour à tous. Vous avez tout de suite trouvé le chat, c'est parfait, merci. Hop, il y a Florian qui a un tout petit souci de connexion sur le démarrage, mais il arrive dans un instant. Ça nous laisse le temps de faire connaissance. Je vous propose dans la partie sondage, ah bah voilà, quand je parle du loup, Et Florian est... bonjour, du coup, bonjour à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques. C'est L'Italie du direct. exactement. Ce que je vous propose pour vous connaître un petit peu mieux avant de démarrer, vous avez 3 questions dans un sondage pour savoir si vous connaissez Jump, Cherrypick, si vous avez déjà fait une première mission en tant qu'indépendant. N'hésitez pas à y répondre, nous ça nous permettra de jauger aussi le niveau d'information dont vous avez besoin sur ce sujet. Et ensuite, tout du long, bien sûr, de la présentation, on va commencer avec Florian en échangeant sur divers points. Et vous avez un Ouais. onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions dessus. À la fin, on pourra les afficher et y répondre et avoir un temps de questions-réponses aussi ouvert si vous souhaitez ouvrir vos micros à ce moment-là. Aucun problème, avec plaisir. On vous laisse encore une petite minute pour répondre au sondage. Et ensuite, je vous propose de démarrer. Donc rapidement, de ce que je vois, Florian, on a un peu plus de personnes qui ne connaissent pas Cherry-Pick, qui Ok, connaissent bon bah Jump super. un petit peu, et on a à peu près autant de personnes qui ont fait une mission déjà en tant que freelance ou qui n'en ont jamais fait. Donc on a un peu de Ok. tout. C'est génial. Ouais. Et bonjour à ceux qui arrivent. Ouais. Bonjour à tous. Merci de nous écouter aujourd'hui. Donc oui, je suis accompagnée de Florian. Moi, je travaille pour la société Jump. On va vous présenter du coup un webinaire sur trouver des clients et des missions, vous donner des tips, des conseils par rapport à ce sujet. Et je vous propose de démarrer. Oui. Merci Jean-Paul. En effet, meilleurs vœux à tous. Et je vous propose de démarrer. Vous n'hésitez pas encore une fois à utiliser bien sûr le chat si besoin, mais l'onglet questions aussi, vous pouvez voter sur des questions qui ont été posées par d'autres personnes. Et à la fin, on prendra un temps de questions-réponses pour répondre à l'ensemble des questions posées sur ce canal. Hop. Donc enchantée, moi je suis Claire, donc je travaille pour l'équipe commerciale chez Jump. Ça fait 2 ans et demi que j'accompagne les freelances. On leur accompagne dans leur vie d'indépendant parce que chez Jump, on vous propose d'avoir un CDI et donc tous les avantages des salariés liés à ce statut. Et voilà. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Florian qui travaille avec Cherrypick et on est Oui. ravis de pouvoir échanger Eh ensemble. bien, enchanté à tous. Voilà, moi je m'appelle Florian, je suis recruteur depuis maintenant 3 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Cherrypick. Voilà, donc nous on est une plateforme de freelance. Notre rôle c'est plutôt d'accompagner les freelances dans leur recherche de mission et de les suivre tout au long de leur mission chez leurs clients. Donc voilà, moi je suis spécialisé sur le pôle data, c'est mon domaine numéro 1 d'expertise, mais je travaille en fait dans tout un tas de recrutements sur tous les métiers de l'IT. Donc, donc voilà, mon boulot à moi, c'est d'aider les consultants à trouver une mission et à y rester et à pérenniser leur activité. Et c'est pour ça que ça synergise aussi bien avec Jump qui eux, s'occupent de toute cette partie-là plutôt administrative derrière pour nos consultants. Exactement. Grâce à Jump, vous pouvez facturer de Cherrypick et transformer Voilà, l'argent de votre mission en salaire. exactement. Et ben c'est parti du coup pour le thème d'aujourd'hui. On va vous proposer 3 grandes parties et ensuite une partie bonus qui est utilisée par beaucoup de freelances, vous verrez. Mais d'abord, avant de se lancer dans la recherche de mission, comment est-ce qu'on se prépare? Comment on prépare le terrain? On verra 3 étapes. Ensuite, les astuces pour trouver les premières missions, notamment les différentes plateformes, le réseau personnel, le réseau professionnel.
Troisième partie, la technique pour convaincre vos clients. Vous êtes votre propre CEO, donc il y a des techniques commerciales à mettre en place quand vous êtes en entretien, par exemple. Et ensuite, la petite partie bonus, la stratégie pour ne plus avoir à prospecter. Et c'est parti pour la première partie. Comment est-ce qu'on va se préparer? On va trouver déjà comment créer un portfolio qualitatif, démontrer son expertise et développer son réseau. Alors, créer un portfolio qualitatif, ce qui est très important dans le portfolio, en fait, c'est surtout le contenu, ce que vous allez mettre en avant. Donc, c'est important d'avoir des chiffres, d'avoir un design surtout, et tout va dépendre aussi de votre cœur d'activité. En fait, si vous voulez, le portfolio, c'est votre CV. C'est ce qui va permettre à un client de se projeter. Donc, c'est important, bien sûr, sur l'expérience, d'avoir des avis, des recommandations. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos précédentes missions pour qu'en fait, le client, simplement en lisant votre candidature, puisse se dire, OK, c'est avec ce freelance que je veux travailler. C'est vraiment la pointure directement. Donc, pour permettre aussi à ce client de se projeter, c'est surtout mettre des chiffres, des illustrations, encore une fois, pour avoir une projection totale de la part du client. Et créer un climat de confiance, bien sûr. Ouais, moi, ce que je pourrais ajouter sur cette partie-là, sur l'aspect vraiment recherche de mission freelance que je peux voir, moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est comment on fonctionne, nous, côté recrutement, pour vous aider aussi à vous mettre un peu à notre place et à nous apporter en fait ce qu'on a besoin pour définir si tel profil est le bon ou pas pour la mission. Ce qu'on peut proposer, nous, à nos clients, c'est des dossiers de compétences. Donc, finalement, c'est un portfolio avec le détail de chacune de vos missions. Et ce qu'on peut voir en fait sur le recrutement de freelance, c'est qu'un freelance, c'est une entreprise en réalité. Et sur du recrutement CDI, où quelqu'un va rester vraiment sur du très long terme, on peut accorder beaucoup d'importance à la personnalité et se dire que la personne va avoir l'occasion de monter un peu plus en compétence tout au long de ses projets. C'est un peu moins le cas sur des freelances, parce que quand on paye une entreprise, on s'attend à ce que le travail soit fait et bien fait tout de suite. Et donc, ce que cherchent les clients, c'est une vraie expertise qui amène une vraie autonomie dès le début de la mission. En fait, ils regardent si vous allez vite vous adapter à une stack technique particulière et à un environnement de travail qui est vraiment le leur. Et donc, ils cherchent des missions similaires plus qu'une expérience globale ou un savoir-faire global. Et ça va être vraiment bien mis en avant par un portfolio qui sera détaillé et adapté du coup à chaque fiche de poste auquel vous allez répondre. Donc moi, ce que je conseille beaucoup à mes consultants, c'est de se faire un document. Ça peut être un Notion, ça peut être voilà, un dossier de compétences très rempli où vous allez détailler toutes les missions que vous avez fait et y mettre des mots-clés en rapport avec toutes les typologies de postes que vous pouvez chercher. Et en fait, le plus simple, c'est à chaque fois que vous postulez à une mission, de venir récupérer ce qui vous intéresse dans chacune de ces expériences. Ça vous fera gagner du temps. Au début, c'est un peu long à faire, mais une fois que vous l'avez, une bonne fois pour toutes, ce document-là, ça vous permet d'adapter vos CV en 5 minutes et de pouvoir postuler à toutes les missions qui vous plaisent rapidement et en étant vraiment précisément dans la recherche du recruteur. Nous, on marche beaucoup aux mots-clés. Quand on reçoit un dossier de compétences, on ne vous connaît pas encore. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir trouver en fait ces sujets d'expertise qu'on nous a demandé. Et en plus, ça vous permet derrière de aussi pouvoir créer plus rapidement, à la fois sur ThierryPic, un profil sur la plateforme, ce qui nous permet de vous retrouver facilement, mais aussi sur toutes les autres plateformes qui font la même chose, parce que c'est aussi tout l'avantage d'être freelance, de pouvoir travailler avec nous, mais aussi avec tous nos concurrents. Et refaire systématiquement ces profils d'une plateforme à l'autre, ça peut prendre du temps, ça peut être pénible et autres. Donc, c'est bien de l'avoir fait une fois, comme ça, au moins, après, vous copiez-coller, vous pouvez le mettre partout. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire, moi, sur la partie un peu portfolio. Et j'ai vu une petite question sur le côté, je pense qu'on peut y répondre rapidement. J'ai une question sur la partie test technique chez ThierryPic. En fait, ThierryPic, oui, effectivement, on a l'opportunité d'envoyer des tests techniques aux candidats pour évaluer un petit peu leur niveau et ensuite c'est rentré sur le profil, sur la plateforme. Mais en réalité, vu que c'est toujours très spécifique à la mission, on envoie des tests techniques quand c'est demandé par nos clients pour pas vous faire perdre du temps à faire des tests techniques qui correspondraient pas à la mission d'après. Donc voilà, un coding game au sens large sur un sujet va pas forcément traduire une expertise précise sur un sujet qui serait important pour une mission en particulier. Donc, plutôt que de vous faire perdre du temps à faire plein de tests techniques, on préfère attendre que le client nous demande un test technique en rapport avec un sujet en particulier. Voilà l'idée.
Top. Merci, merci Florian. Et du coup, tout ce que tu viens de dire et ajouter, ça rejoint le format que vous allez choisir pour qui est adapté selon l'activité, selon votre cœur d'activité. Forcément, un Mm, développeur et quelqu'un qui va être en marketing ne va pas forcément utiliser GitHub, par exemple, qui est tout à plus fait. destiné. Et l'idée du Notion, qui est surtout quelque chose de très générique, ça tout le monde peut l'utiliser. Plus vous allez travailler d'une manière en amont, notamment avec l'ensemble de vos missions et de vos expériences, plus vous allez pouvoir utiliser ces expériences dans le cadre de nouvelles missions. Mm. Donc là, voilà, on a différents formats de CV, bien sûr. Et ici, pareil, en fonction de différents profils, on va retrouver des choses qui sont similaires. Forcément, travailler sur une plateforme. Je pense notamment à ceux qui sont en plateforme avec des profils techniques, comme ce que va Mm. accompagner Cherrypick. Vous avez aussi l'outil Pilote qui vous permet de vous mettre sur les différentes plateformes. Vous remplissez une fois votre profil et vous pouvez ensuite le mettre sur différents types de plateformes comme Cherrypick. Ouais. L'inbound marketing, c'est sa marque personnelle en tant que freelance. En fait, ça va être important aussi pour vous aider à vous démarquer de vos concurrents aussi. En fait, vous n'avez pas prospecté vos clients, c'est eux qui vont venir à vous parce que vous êtes devenu une référence dans votre domaine. Donc bien sûr, ça c'est une stratégie sur le long terme. Plus vous allez vous rendre visible, plus vous allez développer votre crédibilité, votre légitimité sur vos sujets et vous allez devenir la référence dans votre domaine d'expertise. Et ça, pour ce faire, vous avez la possibilité de vous rendre visite sur différents canaux comme par exemple LinkedIn où un post ne va rien vous coûter d'un point de vue financier, mais ça va vous permettre comme ça de d'être référencé, d'être crédible, d'assurer votre légitimité et 62%, c'est l'économie que vous pouvez faire sur l'acquisition de nouveaux clients grâce à l'inbound marketing. Donc, ce n'est pas anodin non plus comme chiffre et ça peut vraiment vous permettre d'aller plus loin et rapidement comment démontrer son expertise, c'est qu'on va identifier les problématiques des clients que vous allez rencontrer. Vous allez créer du contenu expert pour répondre à ces problématiques. Vous cliquez sur publier et vous recommencez. Et ça, vous allez pouvoir et grâce à ça, vous allez pouvoir vous faire repérer par vos prospects et les opportunités vont venir à vous sans recherche directe. Je ne sais pas si Florian, tu veux ajouter quelque chose sur la Ouais, partie. j'ai pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas la partie où j'aurais le plus, je pense, à dire, mais effectivement, en fait, créer du contenu sur votre expertise, c'est toujours un bon moyen en fait, de rencontrer des gens qui sont intéressés par ces sujets, et puis de montrer que vous allez plus loin que des personnes qui attendent que ça vienne, quoi. Donc, c'est clairement toujours intéressant parce que ça crée du contenu sur tout ça. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est toujours un bon plan et on a beaucoup de consultants qui, via LinkedIn, en créant du contenu, en créant tout ça, arrivent à se faire un réseau assez important. Mais je pense on va y venir aussi. Justement, sur la partie développer son réseau, je te laisse prendre la main là-dessus. Oui, ben, moi c'est vrai que j'ai toujours eu en tête cette histoire de développer son réseau comme quelque chose d'assez abstrait quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me rends compte avec le temps que le réseau, en premier lieu, c'est les gens que vous connaissez, avec qui vous êtes amis, avec qui vous avez travaillé. Dans la recherche de clients, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit freelance dans l'IT ou autre, le point de départ pour moi, c'est déjà de faire la liste des gens que vous connaissez qui pourraient vous aider en fait à trouver de l'activité et des clients et de les contacter et de leur expliquer ce que vous faites et de leur expliquer ce que vous cherchez. Ça, c'est vraiment la base. Et quand on travaille dans l'informatique, en CDI et qu'on veut basculer freelance, on a rencontré énormément de gens au cours de sa carrière qui, eux, sont passés freelance déjà, qui ont aussi leur méthode. Et c'est le point de départ. Ça peut se traduire par les relations LinkedIn, mais pas que. Et en fait, en réalité, pour moi, le premier élément, c'est les relations proches que vous avez, vos anciens collègues de bureau et autres. Et ensuite, effectivement, le meilleur outil pour développer son réseau, ça reste LinkedIn. LinkedIn est un outil qui est hyper intéressant pour ça. Moi, en tant que recruteur, je reçois une cinquantaine de demandes par jour de consultants qui sont intéressés, soit parce qu'ils ont vu des fiches de poste, soit parce qu'ils ont vu que j'étais recruteur chez Cherrypick. Et
le plus possible, j'y réponds parce que c'est pas parce qu'un jour j'ai pas de mission à leur proposer que le lendemain ce sera pas le cas. Donc des fois, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais il faut pas hésiter à insister. Donc moi, ce que je conseille sur LinkedIn, c'est n'hésitez pas quand vous voyez des annonces qui vous plaisent et que l'annonce vous plaît vraiment, en plus de postuler, d'ajouter le recruteur parce que il nous retrouve toujours les consultants quand ils cherchent un petit peu, il y a le nom de la personne et autres. Donc, ajoutez des recruteurs, ajoutez des responsables de service que vous avez eu l'occasion de croiser, vraiment développer votre réseau et envoyer 2, 3, 4 messages aux recruteurs si vous voulez, vous les dérangez pas, c'est notre boulot, quoi. Donc voilà, moi c'est ça que je conseillerais sur la partie réseau. Et c'est ce qui amène ensuite à créer des relations vraiment stables avec plein d'apporteurs d'affaires pour vous, qui pourront vous apporter des clients, que ce soit des cabinets de conseil, des plateformes de freelance ou autre. Donc voilà. Super N'hésitez pas à intéressant. entretenir vos relations boulot et à garder le contact avec les gens qui peuvent vous proposer des missions. Voilà. C'est Même des important. fois sur le très long terme. Ouais. Bah, par contre, ça nécessite du temps passé faut bloquer ce temps-là de connexion dans vos calendriers respectifs, pour se donner. Donc, c'est ce qu'on mettait, mais prévoir du temps dans vos agendas pour ces moments de connexion. Parce que autant pour un café d'un freelance un vendredi matin que un échange, que simplement poster ou ce genre de choses ou rejoindre des communautés, ça demande du temps derrière. Ouais. Pour la petite anecdote, moi j'ai des consultants avec qui j'échange depuis peut-être 1 an et demi, que j'ai pas eu encore l'occasion de travailler avec eux, mais une fois de temps en temps, j'ai des nouvelles et ça m'a permis autant à moi d'avoir de nouveaux clients quand eux trouvent un client mais qu'on connaît pas, que à eux de nous faire de la cooptation et d'autres apports d'affaires aussi, ce qui fait que même si on n'arrive pas à trouver la mission ensemble tout de suite, il y a plein d'opportunités qui peuvent découler de bonnes relations commerciales. En fait, il faut se considérer comme un commercial de sa propre activité et ça passe par relancer régulièrement toutes les personnes qui peuvent nous faire vivre. Forcément. Voilà pour la première partie. On a vu comment se préparer avec la création d'un portfolio, quel format, comment démontrer son expertise, notamment sur LinkedIn qui ne coûte rien sur un post, et comment développer son réseau. Là, on va s'attaquer sur les astuces pour trouver ses premières missions, et notamment où chercher ses premières missions, comment optimiser son profil sur les différentes plateformes. Bien sûr, on va parler de Cherry Pick, et comment mobiliser son réseau. Maintenant, comme on a vu comment le développer, on va voir comment le mobiliser. Ouais, tout à fait. Justement. Vas-y, je t'en prie. Où trouver du coup ses premières missions sur cette slide, c'était plutôt toi, mais Ouais. Alors, en fait, c'est vrai que moi, je pars du principe que quand on est freelance, le gros avantage, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec tout le monde, de passer d'une société de conseil à une autre, de passer par une plateforme de freelance un coup, en direct avec un client qu'on connaît le lendemain, et puis de recommencer. En général, c'est quand même plus intéressant d'avoir des missions stables et longues parce que ça évite d'avoir régulièrement ce travail de recherche à faire, qui est quand même un travail qui prend du temps, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions pour que ce soit simple. En réalité, je pense qu'un freelance qui a un bon dossier de compétences, qui a appris à mettre en avant ses compétences, il reçoit plus de demandes qu'il n'a, lui, à proposer de candidature et à aller chercher une mission. Moi, ce que je conseille, c'est de se fermer aucune porte. Alors forcément, je vais vous dire d'aller sur Cherry Pick parce qu'on a de super missions et qu'on a énormément de choses à proposer à nos consultants. Mais c'est aussi le jeu et l'avantage d'être freelance, c'est que vous pouvez vous inscrire et vous positionner sur toutes les plateformes, sur tous les endroits où il y a des missions. En fait, il va y avoir 2 types de plateformes. Les plateformes comme Cherry Pick, qui sont ce qu'on appelle entre guillemets des plateformes fermées, où nous, on va faire notre échange avec nos clients, on va les accompagner de A à Z et leur proposer les candidatures nous-mêmes. Et après, il va y avoir des plateformes ouvertes où il va y avoir d'autres plateformes, des clients directement qui viennent poster leurs annonces et qui font simplement l'intermédiaire. Je pense qu'il faut aller un petit peu partout, se créer un profil vraiment complet un peu partout. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, les gens vont commencer à vous appeler d'eux-mêmes. Déjà parce qu'ils vont tomber sur votre profil en trouvant vos CV par mots-clés.
Et ensuite, le deuxième point, ça va être d'aller chercher les missions et donc de répondre à un maximum d'annonces qui correspondent à votre profil. En fait, il faut faire du volume parce qu'il n'y a pas de secret. On ne cherche pas le meilleur consultant du monde. C'est pas un jugement de valeur systématique de dire voilà, ce consultant ne colle pas à la mission. L'idée, c'est de trouver le profil qui correspond le mieux à la recherche. Et pour ça, il faut postuler à plusieurs missions, attendre qu'il y ait plusieurs clients qui reçoivent votre candidature et tomber sur la mission qui va bien. Donc c'est plus ça que de se dire ok, là sur cette mission j'ai pas été pris donc j'étais pas assez bon. En fait, c'est rarement le cas. C'est beaucoup plus souvent un autre profil correspondait plus précisément à ce qu'ils recherchent et donc sera opérationnel plus vite. Sur le freelance, moi c'est ce que je vois le plus. Donc inscrivez-vous de partout, postulez beaucoup et en fait c'est le meilleur moyen d'avoir le choix à la fin parce que c'est une question de volume. Ouais, exactement. Et Ouais. n'hésitez pas, voilà, bien sûr, il y a les différentes plateformes comme Cherrypick, les réseaux sociaux, on en a parlé, le réseau personnel, c'est important d'utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition. Et Ouais. d'ailleurs, il y a des astuces pour optimiser son profil sur les plateformes Ouais. et des choses qui fonctionnent. Là, pareil, je te laisse mener avec ce que tu connais, Florian, sur Cherrypick. Tout à fait. Alors effectivement, là on a mis trois sujets qui sont assez importants. La photo, c'est toujours une question. Je pense que c'est pas le sujet principal, mais ça peut toujours aider parce qu'une bonne photo, c'est votre vitrine. Et là aujourd'hui, vous êtes freelance et, euh, et, euh, vous avez une image de marque qui peut passer par la photo sur un dossier de compétences. Le point le plus important, je pense, dans nos recherches, nous côté recrutement, c'est les mots-clés. On pose souvent la question de si il y a de l'intelligence artificielle dans la recherche des CV des consultants. Je pense que ça va arriver d'ici quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est très simple. On tape une recherche par mots-clés. Si par exemple, on cherche un data engineer qui va travailler sur GCP et qui connaisse tel outil, par exemple DBT ou Airflow, on va taper data engineer et Python et Airflow ou DBT et ça va nous sortir en fait tout simplement les CV où il y a le plus d'occurrences. Et c'est tout bête, mais du coup, on va pas forcément voir en premier le meilleur CV, on verra juste en premier le CV où il y aura le plus de fois le mot-clé qui nous paraît le plus pertinent par rapport à la mission. Donc, quand vous avez une expertise, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour essayer de lui demander quels seraient les mots-clés que taperait un recruteur dans la recherche d'un data engineer, si vous voulez être data engineer, de tel type de poste en fonction de ce que vous recherchez, et de marteler ces mots-clés de manière un peu subtile quand même, mais de ne pas hésiter à les mettre plusieurs fois, parce qu'en fait, c'est vraiment un nombre d'occurrences et vous allez ressortir beaucoup plus haut dans les recherches de tout le monde. Et la dernière chose, c'est les recruteurs sont feignants, donc donnez-leur un maximum. En fait, il faut leur faciliter la vie un maximum. Et en fait, les informations que vous allez fournir vont nous aider à gagner du temps. Et parfois, vous allez être peut-être le quatrième profil qu'on va trouver dans la journée. Et je connais beaucoup de recruteurs qui s'arrêteraient à 3 parce que de toute façon, ils ont 3 bons profils, donc ils vont pas plus loin. Et en fait, peut-être que le quatrième, c'était le meilleur. Et que s'ils avaient eu votre numéro plus visible, s'ils avaient eu le bon TJM dès le début, ils ne se seraient pas bloqués. Donc l'idée, c'est de faciliter la vie des recruteurs en leur donnant toutes les infos dont ils ont besoin d'entrée de jeu. Moi, je pense que, hormis quand on est un consultant qui est très expérimenté et qui reçoit beaucoup trop d'appels au quotidien, au plus c'est facile de trouver votre numéro, au plus vous aurez de chances de trouver un client parce qu'on appelle directement et que c'est plus pratique pour nous d'appeler tout de suite que d'attendre un retour LinkedIn qui peut prendre plusieurs heures dans l'organisation de notre journée. Donc le numéro, pour moi, il faut qu'il soit sur les plateformes, l'adresse email sur les plateformes, le compte LinkedIn, le TJM approximatif. Alors là, il y a plusieurs stratégies pour choisir quel TJM on affiche. Soit vous le mettez un petit peu au-dessus parce que ça vous aide à négocier ensuite vos clients, soit vous le mettez un peu en dessous pour justement avoir plus d'appels et pouvoir en discuter après sur le moment, ce qui n'empêche rien. Soit vous le mettez au tarif juste pour éviter de perdre des missions ou qu'on vous appelle pour des missions pour lesquelles ça ne collerait pas. Ça, c'est chacun qui voit. Et puis la date de dispo, évidemment, c'est toujours très utile parce que ça fait le tri aussi sur toutes les plateformes, ça trie par date de dispo souvent.
Ouais, Voilà, j'essaie de j'allais faire un peu compléter. court. Non, non, mais la partie disponibilité, je pense qu'elle est, elle est même obligatoire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment le gros plus. Et la partie, du coup, pour mobiliser son réseau, en fait, une fois qu'on s'est inscrit sur les différentes plateformes, qu'on est allé regarder sur son réseau professionnel, son réseau personnel, en fait, si vous avez toujours été indépendant, bah, votre entourage le sait, mais il faut pas hésiter à les indiquer, notamment si vous avez fait une formation qui vous permet, par exemple, en tant que développeur, d'avoir tel langage, maintenant tel encore à votre arc. Vous pouvez bien évidemment tout au long de votre aventure ou avant de vous lancer en tant qu'indépendant, si vous avez déjà fait du salariat avant et vous vous lancez maintenant en tant que freelance, annoncer à votre réseau, donc à votre réseau LinkedIn, à votre réseau personnel, ce changement de poste, faire un email par rapport à votre base client aussi, et ensuite après tout le long, ça va être important de faire des mailings ciblés à votre base de contact. Pourquoi pas participer à des événements de freelance, des événements que vous pourrez organiser de Cherry Pick par exemple, et la prospection, forcément, en tant que freelance, la prospection va vous demander du temps. Donc, il faut bloquer du temps pour ces éléments-là et faire ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'inbound marketing pour en fait que les opportunités viennent à vous après directement, que les clients qui ont été très satisfaits de travailler avec vous, ils seront plus enclins à venir retravailler avec vous puisque vous allez le fidéliser plutôt qu'à chercher un autre freelance. Voilà sur la partie sur les astuces pour trouver ses premières missions. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont posées au fur et à mesure. Je vous propose qu'avec Florian, celle où j'ai pu y répondre, je le fais directement. D'autres, je pense que ça nécessitera de répondre à l'oral, ce sera plus intéressant. Mm. Mais on va s'attaquer maintenant à la technique pour convaincre ses clients. Donc, c'est concrètement une technique commerciale. Quand vous êtes en fait en entretien, il faut préparer son entretien. Vous savez que le prospect, votre client, vous n'êtes pas le seul à le rencontrer, et donc il va falloir se démarquer par rapport aux autres freelances parce que vous êtes le meilleur et c'est vous qui devez être choisi pour la mission. En étant votre propre CEO, vous appliquez donc des techniques commerciales. Donc, vous allez apprendre à être à l'écoute et à poser les bonnes questions. Donc ça se prépare aussi en amont de l'entretien. C'est franchement, je pense, la qualité des freelances qui vont convertir le plus. Ouais, je suis 100% Ouais, d'accord. génial. Soyez préparés aux potentielles objections. Le tarif, l'expérience, la disponibilité. Il faut anticiper toutes ces questions et donc ces réponses pour préparer vos réponses, pour garder votre sang-froid. Et ça va être aussi ça, dans le cas si vous passez par des plateformes type Cherry Pick, le recruteur côté de Cherry Pick, donc par exemple Florian, sera aussi à même à vous préparer à l'entretien puisqu'il connaît le client. Renseignez-vous sur l'entreprise avant le premier échange. Montrez que vous avez fait des recherches, que vous montrez votre intérêt pour les clients. Ça va vous permettre de vous démarquer. Valorisez vos hard skills, donc tout ce qui concerne la compétence, l'expertise, vos expériences passées, mais aussi les soft skills. Les éléments de personnalité comme les qualités que vous avez comptent pour convaincre le client. Soyez enthousiaste, avoir une attitude positive. Ça paraît logique, mais en fait, faut avoir en tête que même si c'est par téléphone, un sourire s'entend au téléphone et ça peut vraiment vous démarquer. On a eu des retours comme ça d'expérience, mais ça peut vous démarquer auprès d'un freelance, auprès d'un client, d'avoir une attitude positive. Et bien sûr, à la fin, je peux vous conseiller, c'est de rassurer forcément le prospect sur les deadlines, montrer que vous avez compris ce qu'il vous demande, donc reformuler le périmètre de la mission, et encore une fois, pour montrer que vous avez compris ses attentes et que vous êtes le meilleur pour répondre à sa demande. Oui. Je réfléchissais à ce que je pouvais ajouter à ça parce que c'était vraiment complet. Non, c'est clair. Moi, ce que je dis tout le temps à mes consultants avant chaque entretien, c'est poser des questions. Et si vous ne savez pas comment présenter vos missions, présentez d'abord le contexte, ensuite les tâches et ensuite les technos. Voilà, c'est le petit truc que je pourrais ajouter. En fait, ça permet de simplifier l'explication et ça amène du coup les clients à vous poser des questions sur le fond au lieu d'essayer de comprendre la forme. Parce que la forme est très claire. Donc, le contexte, voilà, j'étais dans une équipe organisée en agile avec une dizaine de collaborateurs. Moi, mon rôle, c'était d'être développeur web sur le back-end. Il y avait 2 développeurs front, un développeur full stack, voilà. Et après, de dire, moi, mes tâches, du coup, c'était de développer certaines fonctionnalités qui étaient priorisées dans tel langage, de telle manière, de telle manière. Et après, parler vraiment des technos que vous avez eu l'occasion de voir. Là, déjà, on a tellement de tout que les questions vont vraiment rentrer dans le concret.
et vous permettre après de mettre en avant vos expériences plus vite, plus simplement et de parler d'autre chose que de votre CV. Et ça rejoint donc ce fameux portfolio, mettre un maximum de mots-clés pour qu'en fait le client aussi ait accès à toutes les informations qui vont bien pour la mission. Vous avez le profil qui va bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il doit vous choisir vous? Ouais. Et on va attaquer la dernière partie avant de passer aux questions-réponses. C'est donc la stratégie pour ne plus avoir à prospecter. Et déjà, on va commencer ça par les conseils d'un freelance pour trouver votre première mission. Alors surtout côté tech, hein, parce que Cherry-Pick, encore une fois, c'est surtout les profils tech. Et donc là, je vais laisser Florian y répondre. Oui, ouais, ben en fait, effectivement, je pense que déjà la base, c'est un peu un récap de ce qu'on s'est dit, mais c'est de se créer un profil vraiment solide avec beaucoup de contenu de votre côté que vous allez ensuite ressortir au besoin sur chacune des missions qu'on va vous proposer. Euh, petit tips sur le TJM. Euh, Comment dire, si dans votre tête vous avez un minimum à 500 euros, vous aurez 500 euros. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire parce qu'on est dans un métier où ça négocie côté client, que ça négocie côté commerciaux, que ça négocie côté recruteur. Donc à chaque étape on perd 10 euros. Et si on s'était dit ben, j'aimerais bien 550, mais mon minimum c'est 500, ben, ce sera 500. Donc essayez toujours de partir le plus haut possible pour ne pas trop dévaluer. Après, ne vous basez pas que sur le TGM. Si une mission vous plaît, elle vous plaît. Et puis, si vous avez la chance de tomber sur moi, je ne suis pas un très grand négociateur, donc en général, mes TJM de mes consultants sont assez hauts. Effectivement, montrer votre passion, c'est vraiment hyper important. Je pense que vous vous mettez à votre compte, vous êtes voilà, vous êtes entrepreneur en réalité, plus des salariés. Si vous avez choisi de faire ça dans votre vie, c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Souvent, dans la tech, c'est quand même des sujets où il faut faire de la veille constante, il faut continuer d'apprendre tout au long de sa vie. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous êtes des experts, mais surtout que ça vous plaît et que vous êtes curieux et que vous voulez aller plus loin que simplement ce qu'on vous demande. Je pense que c'est la différence entre un bon et un très bon consultant et un consultant qui vient juste faire son boulot. Et c'est ce qui peut faire la différence en termes de TJM après dans une mission, en termes de recommandations derrière et vous permettre d'avoir d'autres missions derrière et que ça s'enchaîne bien. Développer les réseaux, c'est essentiel quand on se cherche des clients régulièrement. Donc, on en a pas mal parlé. Et après, un entretien, ça se prépare toujours. Petit tips pour la préparation aux entretiens, n'hésitez pas à solliciter quand vous passez par une plateforme ou un recruteur, le recruteur pour avoir un maximum d'informations. Leur but à eux, ils sont dans votre camp, c'est que vous ayez la mission, hein, c'est que comme ça qu'ils sont payés. Donc, foncez, posez un maximum de questions, essayez de leur demander s'ils ont déjà eu des entretiens avec cette personne, ce qu'elle aime en termes de personnalité. S'il y a eu d'autres consultants qui ont été pris pour un entretien, auquel cas n'hésitez pas à demander à passer en deuxième et à avoir un débrief du premier entretien. C'est des petites techniques aussi. Effectivement, après vous êtes freelance, donc ne pas se relâcher dans la mission, c'est hyper important parce que la mission peut s'arrêter à tout moment. Donc voilà, on choisit de prendre un freelance parce qu'on veut quelqu'un qui fasse l'affaire du début à la fin. Et on payera pas, enfin les clients ne veulent pas payer un freelance qui fera un travail moyen. Il faut toujours être à fond. C'est la grosse difficulté de la vie de freelance. Et après, oui, effectivement, il faut rester agile dans sa carrière. Je pense que faut avoir aussi ce goût de chercher un peu au niveau technique qu'est-ce qui est en vogue, qu'est-ce qui va évoluer ensuite, et de ne pas s'enfermer sur des technos un peu vieillissantes où il y a beaucoup moins de clients en recherche parce que beaucoup moins de contexte technique comme ça. Voilà, donc rester agile, toujours apprendre, toujours développer, c'est hyper important. Et puis ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour Ouais, top, des petits merci. conseils. En effet, j'ai rien à ajouter. Je pense que c'était super clair. Merci Florian. Et pour finir la stratégie pour plus avoir à prospecter, ce que vont utiliser la plupart des freelances, forcément, c'est fidéliser son client. Et le chiffre qu'il faut retenir, c'est que fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Et donc, comment on va faire pour ne plus avoir à prospecter? Forcément, il faut soigner l'expérience client durant votre mission, bien évidemment. Aller chercher des feedbacks régulièrement, notamment pour alimenter, par exemple, votre portfolio. Comment pouvez-vous améliorer? Est-ce qu'il y a des choses encore à faire? Identifier le potentiel de missions récurrentes et créer une offre complémentaire par rapport à ça. L'exemple
vous avez été embauché en tant que dev pour créer un site internet. L'offre complémentaire que vous allez pouvoir proposer, c'est faire la maintenance une fois par trimestre, une fois par an de ce site. Et donc là, en fait, ça va, en fonction bien sûr de votre cœur d'activité, de la mission qui vous a été proposée, ne pas hésiter à prendre les devants pour garder une bonne relation avec le client, lui proposer une offre complémentaire si besoin, ou en tout cas garder et soigner l'expérience, ne pas hésiter à entretenir la relation pour que s'il y a une prochaine mission, il pense à vous directement sans avoir à passer par des recrutements. Et ça, vraiment, on le voit au quotidien, Florian pourra aussi l'approuver, mais on le voit au quotidien, des clients qui ont apprécié de travailler avec tel ou tel freelance, ils vont être plus enclins à d'abord le contacter avant de passer par des plateformes comme Cherrypick et des recruteurs externes, parce que eux aussi, ça leur coûte moins cher. Ouais, totalement. Ça leur coûte, pour vous donner un exemple concret qui est très parlant, un portage commercial, c'est-à-dire un client qui connaît déjà un consultant et qui veut le reprendre et qui a juste besoin d'une société référencée pour le porter, ça coûte environ 3% aux clients, alors qu'une société de conseil qui propose un consultant qu'ils ne connaissent pas, ça leur coûte à minima 15%. Donc en réalité, c'est 5 fois plus cher de trouver un nouveau consultant pour un client que de repasser par des bons consultants qu'ils ont déjà eus. Donc si vous laissez une bonne impression, il y a de fortes chances qu'il y ait de nouveaux projets pour lesquels ils vous sollicitent. Et c'est très très souvent le cas, surtout sur les grands comptes. Et du coup, pour vous aider, là, c'est plutôt des petits tips, mais forcément, quand vous terminez une mission, concrètement, il y a 3 types de missions. Je vais lui dire à bientôt parce qu'il y a pas de mission récurrente. Je vais à tout de suite parce qu'on trouve une nouvelle mission grâce à une offre complémentaire et à jamais. Vous avez le droit de ne pas avoir apprécié à travailler avec le client et avec la mission. En revanche, on reste courtois, professionnel. Vous pouvez bien sûr lui demander une recommandation écrite si c'est que dans un sens que vous n'avez pas apprécié. Si lui veut absolument continuer de travailler avec vous, vous pouvez tout à fait lui recommander un autre freelance. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr soigner encore une fois votre expérience cliente, lui proposer à vos clients des recommandations écrites suite à la fin de votre mission. Vous allez pouvoir alimenter portfolio et autres grâce à ça. Donc, établir aussi un climat de confiance avec de futurs prospects. Le questionner sur ses besoins, pour voir après si vous pouvez pas créer tout de suite une offre complémentaire pour continuer de travailler avec lui. Et toujours, et ça va dans mobiliser son réseau, mais ne pas hésiter à les relancer personnellement aussi pour savoir s'il y a d'autres missions, s'ils ont d'autres besoins et montrer que vous êtes encore une fois la personne la plus qualifiée pour répondre à leurs attentes. Ouais, c'est clair, pour la partie, même si ça vous a pas plu, partie du principe qu'ils sont tous copains. Ouais. Ils font tous des prises de rêve, ils sont tous copains, donc ils échangent entre clients, donc partie du principe que si jamais ça s'est pas bien passé pour vous, il faut partir quand même avec la meilleure image possible. Il y a trop de prises de référence en fait dans ces métiers. C'est important. Ouais. Et l'entretien client, 3 stratégies pour maximiser vos chances. Donc là, on en a beaucoup parlé avec Florian sur tout le long de la présentation, mais forcément, il faut bien vous préparer. Il y a une préparation minutieuse à faire sur la recherche, comme on a dit sur l'entreprise. Écoute active, écoutez bien sûr pendant l'entretien et reformuler les éléments. En fait, tout ça, l'écoute active, c'est vraiment pour montrer votre compréhension du sujet et votre capacité à vous adapter aux besoins du client. Et anticiper les objections, ça on l'a vu aussi, mais vraiment tout ce qui peut être un échange de tension. Donc je pense au TJM, à la disponibilité, télétravail, pas de télétravail. Mais voilà, anticiper toutes ces demandes pour pouvoir y répondre et vous justifier si besoin aussi, mais avoir des solutions concrètes à proposer et surtout garder votre sang-froid durant l'échange. Voilà pour la présentation. On va pouvoir passer, parce que j'ai vu qu'il y avait tout un tas de questions qui a été posées. Mais rapidement, donc Cherrypick et Jump, on est partenaires. C'est-à-dire que Cherrypick vous propose, en étant un profil technique, bien sûr, des missions. Jump, nous, on vous propose des avantages du salariat. Si vous passez chez Jump et que vous signez votre CDI et que votre première mission est avec Cherrypick, vous aurez moins 50% les 3 premiers mois, puisque Jump vous propose un abonnement fixe et non un pourcentage. Il n'y a pas de commission sur votre chiffre d'affaires. Et ça, d'ailleurs, j'en profite, mais dans le chat, je vous mets différents liens que vous pouvez, alors qu'on vous renverra bien sûr par mail. J'ai vu la demande, vous aurez le replay de la session ainsi que bien sûr la présentation. Hop, et je vous mets moi dans le chat les... Ah oui, il faut que je le coupe en deux, très bien. Hop. Moi, je tiens à ajouter une petite chose par rapport à Jump, puisque je suis très, très régulièrement confronté à des consultants qui démarrent dans la vie de freelance.
Le freelance, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est super bien, ça se passe super bien. Des fois, il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite une organisation et qui se font prendre de court sur certains points. Je conseille hyper souvent Jump sur au moins à minima la première mission. Déjà parce que ça permet de découvrir le freelance en étant tranquille au niveau administratif sans trop se poser de questions. Et puis avec le logiciel de Jump, c'est hyper simple à utiliser. Et moi, j'ai toujours eu que des super retours de mes consultants. Puis surtout, ça permet de revenir en CDI si jamais ça ne plaît pas derrière, sans avoir eu de perte de cotisation sur sa retraite tout au long de sa mission freelance. Donc, je trouve que c'est une excellente option. Ça peut aussi être une très bonne option quand on gagne plus de ce que l'auto-entreprise permet, parce que très vite, on se fait tuer par les impôts, donc autant avoir certains avantages. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup voilà, de s'intéresser au portage. De plus en plus, c'est vraiment très pratique et ça fonctionne extrêmement bien. Et au moins, vous êtes tranquille sur tout l'aspect facturation, sur l'aspect paiement, retard, autres, parce que des fois, les clients payent 6 mois après. Et vous ne pouvez pas rester 6 mois en attendant d'être payé. Donc voilà, moi je vous le conseille très sérieusement. Et puis par rapport aux autres boîtes de portage, je trouve que c'est vraiment mieux pour le coup. Et vraiment moins cher. Donc pour le coup, allez-y les yeux fermés. C'est gentil, merci Florian. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez. Nous, du coup, on est une équipe de 18 pour vous accompagner. Vous prenez rendez-vous avec un expert et là, on fait vraiment en fonction du scénario dont vous avez besoin, vos objectifs et on y répond et on regarde ensemble. Pour terminer cet échange, je vous propose qu'on mette du coup les différentes demandes. Je crois qu'il y a un peu plus de 10 questions. Pourrait-on avoir un exemple concret d'utilisation de Notion pour cadrer ses expériences et adapter ses CV? Alors nous, côté Jump, on n'aura pas de choses à vous donner. Là, c'était vraiment simplement Florian expliqué. Je ne sais pas si Cherry Pick Ouais. peut. Moi, ce que je vous conseille, en fait, tout simplement, vous prenez Notion, vous inscrivez gratuitement. Donc, vous arrivez sur le tuto. Alors, Notion, c'est toute une culture. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être fan, mais si vous avez envie, en fait, il y a énormément de templates qui sont gratuits directement sur le site de Notion, notamment des templates CV. Là où c'est intéressant, c'est que ça fonctionne par bloc et donc pas besoin de tout faire entrer dans une page. Votre page, elle peut être infinie, hyper longue et faire des blocs vraiment développés. Et vous pouvez même faire des blocs de lignes en soi. Donc, présenter votre mission avec une ligne pour accentuer tel techno, une ligne pour ci, une ligne pour là, et venir sélectionner les lignes que vous voulez, les blocs que vous voulez pour éditer un CV et le sortir en PDF. Donc c'est hyper simple à utiliser. Globalement, c'est esthétique. Et il y a énormément de templates directement sur le site de Notion qui sont gratuits. Voilà, moi je conseille ça. Alors, je suis concepteur développeur en informatique industrielle, SCADA. Mes dernières missions étaient en CDI et je n'ai pas les droits d'auteur des applications que j'ai développées. Donc, je ne peux pas les montrer directement, je pense. Quel pourrait être le contenu de mon portfolio du coup? C'est une bonne question. Même d'expliquer la techno sur laquelle vous avez utilisé, en fait, développer sans montrer, bien sûr, les images. Et je pense qu'un recruteur, un client, étant donné que lui-même ne voudra pas que vous puissiez après, si vous avez développé quelque chose, se mettra complètement à la place. L'idée, c'est de se projeter sur une mission et montrer que vous avez les qualités et les compétences requises pour répondre à la mission qu'il demande. Ouais, moi ce que j'ajouterais, c'est qu'un recruteur, il va pas aller sur un GitHub parce qu'il comprend rien, donc il va pas savoir lire du code la plupart du temps, le recruteur. Par contre, le client, si c'est un tech lead, un chef d'équipe, lui, oui, ça peut l'intéresser. Souvent, c'est à la place d'un test technique. Pour les consultants qui justement n'ont pas la possibilité de montrer leur projet, ils font soit des projets perso en général, soit ils essayent d'expliquer le projet plutôt que de montrer le code en réalité ou de montrer un peu comment c'est fait. Donc c'est assez facile dans un portfolio de montrer entre guillemets une petite maquette, un truc et l'idée, le pourquoi ça a été créé, le comment ça marche, sans sortir de ce qu'on a le droit de montrer. Je suis désolé, j'ai encore un petit problème technique du coup quand j'ai bougé au début. J'ai plus de batterie, donc je me déplace, mais je Aucun suis là problème. dans 2 secondes. Je continue du coup sur la partie réponse en même temps. Aucun problème. On me demandait si Jump travaillait avec d'autres pays dans l'UE. Alors nous, Jump, il faut être résident fiscal français pour bénéficier des services de Jump. Mais par contre, vous pouvez travailler avec un client n'importe où dans le monde. Il n'y a aucun problème, bien évidemment.
Hop. Ensuite, Jérémy nous dit: «Proposez-vous des missions qui nécessitent pas d'être sur site? Comment ça se passe généralement pour les logiciels, par exemple avec le client, à prendre en charge par le freelance ou le client?» Bah ça va dépendre, moi de ce que je vois, en tout cas de ce que j'observe, parce que chez Jump, on a plus de 3000 salariés maintenant, 3000 indépendants qui nous font confiance. Ça dépend vraiment de la mission. Moi, je vois que j'en ai qui sont 100% en télétravail, sur site et en télétravail. Ça dépend vraiment du client et de ses spécificités. Et ensuite, en termes de frais professionnels, soit c'est un outil, ça va vous permettre d'augmenter votre TJM parce que comme ça, vous allez pouvoir absorber les frais qui ont été dedans. Et avec Jump, vous pourrez défiscaliser ces frais là. Donc, c'est intéressant aussi en termes d'optimisation de revenus. Ou sinon, les frais peuvent être pris en charge par le client sous forme de frais professionnels et de factures avec justificatif. Je te laisse compléter, Florian. Ouais, nous, la plupart du temps, la question du télétravail, c'est vraiment un sujet, hein. Bien sûr. Le freelance n'est pas plus ouvert au télétravail que le reste, je trouve, ou légèrement plus. En réalité, la plupart des missions, c'est 2 jours de télétravail chez la plupart des clients parce qu'ils ont quand même besoin que vous soyez là. Maintenant, ça arrive d'avoir certaines sociétés qui sont plus ouvertes, qui sont sur 2 jours de présentiel, 1 jour, voire moins, auquel cas, jackpot, tant mieux, ou qui s'en servent pour faire baisser le TGM parce que justement, ils ont un budget plus petit. Mais c'est vrai que on en voit quand même un peu moins qu'avant. On en voit un peu moins qu'avant des missions full remote parce que maintenant, on va dire, ça s'est vraiment stabilisé autour de 3 jours de présentiel. Pour la plupart de mes clients, en tout cas, qui sont des grands comptes, des fois en start-up, c'est plus de présentiel qu'en grand compte, pour le coup. Ça dépend vraiment du client. Mm. Ouais, c'est ça. Et après, pour le matériel, nous, en général, ils fournissent tout, les clients. La plupart du temps, ils fournissent leur matériel. Après, ça arrive que des consultants utilisent leur propre matériel, mais c'est assez rare. En tout cas, moi, de ce que je vois. Ouais, sur le matériel, moi, la plupart du temps, c'est fourni aussi. Euh, on a du coup Florent qui nous indique comment utiliser l'expérience en CDI dans son portfolio. Peut-on utiliser la terminologie de client? Comment valoriser la montée en compétences continue due au CDI? Un CDI reste une expérience professionnelle. Vous pouvez tout à fait la mettre en avant, au même titre qu'une mission que vous avez réalisée avec un client. Ouais, en fait, moi, ce que je vois, c'est plutôt le projet, en fait, dans le CDI. Après, la forme contractuelle change peu, parce qu'en réalité, la plupart des missions freelance, quand on est à l'intérieur, ça change pas grand-chose. Il y a des missions qui sont vraiment spécifiques, courtes, sur un projet qui d'audit ou autre, mais pour beaucoup de missions aujourd'hui, en fait, c'est un peu un CDI à l'américaine, dans le sens où vous allez travailler 5 jours par semaine chez le client, comme vous le feriez en CDI, sauf que globalement, ils n'ont pas besoin de raison pour que ça s'arrête. Cette forme de précarité est vraiment valorisée sur le revenu et offre une certaine liberté de pas payer une sécurité dont vous n'avez pas forcément besoin et ainsi de suite. Et si vous avez besoin, vous avez de quoi vous la payer vous-même. Donc c'est plutôt cool, mais la plupart du temps, ça revient au même. Ce qui compte, c'est le projet que vous avez fait chez le client, et c'est ça qu'il faut mettre en avant dans ces portfolios. Voilà, si vous avez travaillé pendant 3 ans, 2 ans sur un projet chez un client, puis chez le même client 2 ans sur un nouveau projet, séparez en fait les missions et ne mettez pas une seule mission en disant que vous avez fait 5 ans de CDI, mettez plutôt oui, j'ai passé 5 ans, j'étais le client, euh, 3 ans sur ce projet, 2 ans sur ce projet, et vous n'avez même pas besoin de préciser si c'était en freelance ou en CDI, ça revient au même. Top, merci. Merci Florian. Ensuite, on a Georges. De votre point de vue, quel était l'état du marché par rapport à 4-5 années en arrière sur le marché des freelances? Je ne travaillais pas encore dans le recrutement il y a 4-5 ans, donc ça va être compliqué d'y répondre, mais de ce que j'ai entendu, effectivement, ça a pas mal changé. Moi, j'ai la sensation qu'avec les plateformes de freelance qu'on voit aujourd'hui, les Jump et d'autres sociétés qui facilitent la vie et l'écosystème freelance, ça peut être des sociétés aussi de compte bancaire professionnel, d'assurance, de mutuelle et ainsi de suite. La vie d'indépendant est plus simple aujourd'hui, donc il y a plus d'indépendants. Donc ça donne l'impression, puisqu'il y a plus d'indépendants et qu'il y a un peu plus de concurrence, que le marché est moins bien qu'avant. Mais d'un autre côté, les clients sont beaucoup moins fermés. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, il y avait encore beaucoup de clients qui étaient anti-freelance. C'est plus du tout le cas, ou très peu, peut-être un peu parfois dans le bancaire. Un peu parfois dans le bancaire où ils sont pas très très chauds. Donc en vrai, j'ai l'impression qu'il y a plus de missions, mais qu'il y a aussi plus de consultants et que du coup, on finit par trouver, mais des fois c'est un peu long. Et je dirais
que l'état du marché, il varie selon plutôt les mois, j'ai l'impression, moi, plutôt que les années. J'ai l'impression que des fois, on a des périodes de 2-3 mois où il se passe rien, où les clients n'ont pas de budget parce qu'il s'est passé un truc et que ça bloque un peu. Et d'un coup, tout revient à la norme et ensuite ça repart et ça revient. Mais du coup, voilà ma sensation par rapport à l'état du marché. En ce moment, c'est janvier, février, mars, ça va. Il y a plein de missions, c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais. Je partage complètement ton avis sur la saisonnalité. On voit forcément en août, par exemple, il y aura beaucoup moins de propositions de missions. Janvier, septembre, de très gros mois, les mois de rentrée. Et on a aussi, faut avoir en tête que la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail est beaucoup moins enclin à avoir un patron, veut être son propre patron. Donc on voit aussi, forcément, c'est des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail en prenant d'abord la case freelance. Et donc oui, il y a plus de concurrence, mais en effet, je partage aussi le fait qu'il y a plus de missions et des sociétés qui sont plus enclins. En plus, quand vous êtes freelance, vous n'êtes pas obligé de travailler pour une boîte en France. Vous avez du coup le monde qui s'ouvre. Il y a je pense notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a une culture du freelance qui est très forte. Et donc, il y a aussi des opportunités qui sont chouettes à obtenir là-bas. Hop là, on a Eva. Bonjour, je suis graphiste. Connaissez-vous des plateformes pour trouver des missions? Alors, Eva, n'hésitez pas, vous Ouais. avez le job board qu'on vous a envoyé. On a du coup sur la spécialité graphiste. Alors, le graphiste est un peu un profil texte en lettres aussi, donc je ne sais pas si Ouais, moi Cherry toi t'en as. ouais, parce que moi j'aime bien ce genre de. Moi je suis responsable du pôle data, mais j'aime bien un peu tous les trucs qui touchent au marketing, au digital, souvent à des métiers de la digital factory, du product design et autres. Et du coup, j'ai 2 graphic designers qui sont assez tech du coup, mais plutôt pour des pôles marketing et tout ça. Ils travaillent dans des médias. Mais c'est pas ce qu'on a le plus chez Cherrypick. Ce serait mentir de dire que en s'inscrivant chez Cherrypick, en étant graphiste, on va avoir plein de missions. Moi, ce que je conseillerais quand même graphisme, c'est les plateformes généralistes et les plateformes marketing. Donc, dans les plateformes marketing, j'en connaissais une qui s'appelait Acracy, A-C-R-A-C-Y, et puis Malte. Malte, qui est la plus grosse plateforme généraliste, qui quand même en graphisme a du boulot, mais c'est assez concurrentiel. Et après, le truc du graphisme, c'est que c'est beaucoup de petites missions, j'ai l'impression. Et c'est assez dur de trouver une mission temps plein de 3 ans où on est tranquille. Par contre, c'est plein de petits projets qui peuvent être intéressants, qui peuvent être cumulés et ça peut être très sympa aussi. Donc là, c'est d'autant plus important toute la partie fidéliser ses clients dont on parlait pour le graphisme. C'est essentiel parce que c'est plein de petits projets et que c'est un peu moins long terme. Après, il y a des missions de 2-3 ans qui arrivent de temps en temps. Ouais, je partage complètement ton avis. Hop, Pierre, Et ma du coup, question sur il faut regarder sur Pilot peut-être, ouais, qui Pilot regroupe qui aussi des référence annonces tous de parce toutes les que plateformes. je pense que Pilot, on a Comet, le Hibou, en fait, même les plateformes qui sont spécialisées dans la tech et profil tech, le graphisme peut jouer dessus, donc je pense qu'ils auront toujours des missions. Et ensuite, plutôt celles qui sont en effet spécialisées en marketing. Et là, pareil, mobiliser son réseau sur LinkedIn. Pierre qui nous demande, ma question sur les contrats UE, c'était dans l'autre sens, dans le cas d'un freelance qui réside dans un autre pays. Dans ces cas-là, Pierre, non, Jump ne pourra pas vous accompagner puisqu'un des critères d'éligibilité, c'est d'être résident fiscal français et de payer vos impôts en France, puisque les fiches de paye françaises, pour avoir une fiche de paye française, il faut travailler en France. Hop. Monsef qui nous dit, vous faites beaucoup de références à l'IT Dev. Quelles sont vos opportunités, vision sur le marché du conseil en management, organisation, stratégie? Alors, Oui, pardon, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. En fait, je parle beaucoup des métiers de l'IT, mais en réalité, nous, on a en fait plutôt les métiers de la DSI, en fait, chez Cherrypick. Chez Cherrypick, on parle beaucoup de tous les métiers qui sont dans la DSI, pour nous, pour notre plateforme. Donc, on va avoir aussi beaucoup de management de projet, de direction, de profils de PMO, PO, fonctionnels, des profils MOA et autres. Donc, il y a plein de métiers. Après, on voit quand même plus souvent, en fait, en termes de volume, il y a quand même moins de postes de directeur de pôle data chez un grand compte que de postes de data engineer, c'est logique. Mais on a beaucoup de très, très belles missions là-dessus aussi. Donc, pour Cherrypick, en ce qui nous concerne, c'est si ça se trouve dans une DSI, on en a. En gros, c'est ça. et nous, à mon niveau, en manager de transition, on travaille beaucoup avec le cabinet Kiwi,
Skeywe. Donc là, pareil, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans ce cœur de marché, donc faut pas hésiter à aller, pas hésiter à aller sur ce type de plateforme aussi. Alors, juste pour information, dans 5 minutes, le webinaire s'arrêtera parce qu'il y avait 1 heure de prévu, mais je pense qu'on aura le temps de répondre à l'ensemble des questions. On a Eva qui nous demande comment trouver le bon contact quand je prospecte une entreprise. Je peine à trouver la personne à contacter sur LinkedIn. C'est une bonne question. Faudrait demander ça à un de mes commerciaux. C'est vrai que sur LinkedIn, souvent ils utilisent des outils de scrapping en fait. Donc il y en a des très connus, notamment je crois Lucha et Casper, qui permettent déjà de récupérer le contact quand on a trouvé le profil. Après, c'est vraiment de jouer avec la recherche. Des fois, essayer de rechercher via Google directement, ça permet de faire ressortir le profil plus facilement. Après, je suis pas un expert là-dessus. Je sais pas si toi, tu as un peu plus de... Non, j'allais dire pareil, Lucha pour avoir le contact, regarder sur Google, en fait, ne pas se cantonner que aux informations de l'entreprise mais sur LinkedIn, mais regarder, ça peut être intéressant et ne pas hésiter après à les solliciter et à demander quel est le bon contact pour que vous soyez aussi redirigé vers les bonnes personnes. Georges qui demande Florian chez CherryPic suite à une postulation, au bout de combien de temps on a un feedback, que ce soit positif ou négatif? Alors ça, c'est tout le gros sujet, c'est que en fait, des fois, il y a un manque de rigueur, mais c'est pareil partout dans le recrutement sur les feedbacks. Ça dépend des missions. En fait, en théorie, moi, par exemple, dans mon quotidien, j'arrive le matin, je travaille une mission, je poste l'annonce et je regarde tout le temps, un peu tout au long de la journée, et j'essaye de faire des feedbacks au fur et à mesure. Des fois, on se retrouve complètement noyé sous les candidatures et ça prend beaucoup de temps. Des fois, il y a un sujet sur la mission qui fait que temporairement, c'est en stand-by et donc ça traîne. Il peut y avoir tout un tas de raisons. C'est pour ça que ce qui est bien aussi, c'est une fois qu'on a le contact de la personne, de ne pas hésiter à lui envoyer un message et à l'appeler. Quand on l'a pas, ça peut varier, mais en général, nous, chez CherryPic, on essaye de répondre à toutes nos annonces à minima une fois par semaine. Donc, normalement, ça devrait pas, une candidature ne devrait pas rester sans réponse plus d'une semaine, en théorie. Après, parfois, c'est un peu compliqué si, par exemple, le client nous a dit j'attends 2-3 semaines avant de reprendre ma recherche et qu'on n'a pas envie de perdre les candidatures, mais qu'on n'a pas pu qualifier, par exemple, ou discuter avec le client. Il peut y avoir des conditions spécifiques, mais habituellement, c'est une semaine. Ok, super. Pas hésiter du coup à contacter la personne avec qui vous êtes en relation chez CherryPic. Non, puis même, hein, si vous voyez que ça traîne et que vous êtes un peu pressé et que vous voulez vraiment avoir une réponse, vous cherchez, il y a le nom du recruteur en fait sur les plateformes, sur la plateforme CherryPic qui s'occupe du poste. Après, vous allez sur LinkedIn, vous tapez CherryPic et vous mettez le prénom et vous allez tomber sur moi ou un de mes collègues et puis vous nous ajoutez et vous nous envoyez des messages jusqu'à ce qu'on réponde. Ou alors, vous pouvez aussi envoyer un message directement via la plateforme, ça on répond toujours. Top, merci. Eva qui nous dit comment refuser une mission sans fermer ses portes pour le futur. Simplement indiquer que vous n'êtes pas disponible pour cette mission. Avec tact. Avec tact, c'est ça, voilà, en étant professionnel. Ce qui fait que si vous n'êtes pas disponible à l'instant T, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas disponible plus tard. Moi, ce que je dis souvent, c'est vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité, mais il ne faut pas mentir parce que ça peut se savoir. Donc, arranger un peu la vérité quand, par exemple, vous avez un client où vous ne sentez pas la mission et qu'il y en a une autre que vous préférez, vous n'êtes pas obligé de lui donner la vraie raison brute de décoffrage, mais vous pouvez mettre un peu les formes en disant, par exemple, que vous avez une mission mieux rémunérée, un truc plus challengeant, un truc plus long terme. Voilà, quelque chose qui, entre guillemets, paraît imbattable. Alors, il est 59, je pense que ça va bloquer dans 1 minute. On va tester, mais je vois qu'il y a pas mal de réponses auxquelles on n'a pas répondu. Surtout, n'hésitez pas, si ça concerne Jump ou CherryPic, à nous solliciter en direct avec que ce soit moi ou Florent via LinkedIn, par exemple. N'hésitez surtout pas. Je vois tant que ça bloque pas, je vais continuer. Si c'est OK pour toi, bien sûr, Florian. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci qu'on puisse répondre à tout le monde.
Quelles sont les autres façons de facturer autres que le TJM? Alors le TJM, c'est ce qu'il y a de plus connu en tant que freelance, mais vous avez bien sûr les forfaits. Je pense à un graphiste par exemple, vous êtes plutôt au forfait sur le projet parfois. Ça peut être, vous pouvez bien sûr avoir un forfait avec un acompte au début et puis à la fin du projet, vous avez l'entièreté. Ça dépend vraiment. Mais ce qui va être plus connu, c'est le forfait. Ça peut être une tarification à l'heure aussi en fonction de votre cœur de métier, bien sûr. Et le TJM où là, on est un taux à la journée. Ouais, Je sais ou pas vendre si un tu en vois produit un fini autre. aussi. Oui, bien sûr. Bah, du coup, ouais, c'est ce que j'appelle le forfait, c'est à la fin du projet, ouais. Ouais. Ah, ok. Euh, Hop, Christopher qui nous dit, lorsqu'on se lance en freelancing, comment mettre en valeur des compétences qui sont souvent pas proposées lorsque l'on est par exemple Customer Success, Care Manager, ça donne l'impression que l'on n'a aucune compétence à mettre en valeur. Alors, j'ai pas tout compris. Ouais, c'est ce que je suis en train de relire en me disant, bah, moi, le conseil que je vous donnerais aussi quand vous postulez, que vous mettez de mettre des mots-clés, c'est aller regarder ce que font vos concurrents dans le même domaine d'activité pour pouvoir justement vous démarquer en mettant d'autres mots-clés que, que ceux qui peuvent mettre. Euh, euh, mais c'est le Ouais, travail de mettre en valeur. Faut pas hésiter à utiliser de l'IA pour vous aider aussi sur ce genre de choses. Parce que vous avez ouais, forcément ça des voilà. compétences et de la valeur à apporter. En fait, de toute façon, l'idée, c'était pas tant comment mettre en valeur ce qu'on a fait ou autre. L'idée, c'est quelle mission vous voulez obtenir. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour avoir cette mission. C'est ça qu'il faut mettre en avant dans les mots-clés. Donc, oui, des fois, il y a des compétences qui sont un peu dures à mettre en avant. Je sais pas, mais par exemple, l'écoute active quand on est commercial, c'est pour moi, c'est une qualité qui peut passer sur un CV pour un truc que tout le monde pourrait mettre à l'écoute, quoi. Pourtant, c'est une vraie compétence. Par contre, la vraie question, c'est OK, je veux un boulot commercial. Je sais que ma grosse qualité, c'est l'écoute. Je vais pouvoir le mettre dans un coin. Mais ce qui va servir de mot-clé dans la recherche, ça va être la prospection, la négociation, rendez-vous client, ça va être suivi des KPI, ça va être plein de sujets comme ça qui ressortent plus facilement. Donc moi, je mettrai en avant ce que vous cherchez et pas ce que vous avez. Je partage complètement ton avis. J'espère que ça aura répondu à votre question. Christopher, on a Cédric après. Est-ce que Jump, c'est du portage salarial? Quelle est la différence? Alors, Jump fait du portage salarial, mais on fait aussi, on a du coup un contrat non cadre qui via une coopérative qui vous offre les mêmes avantages que le portage salarial, mais avec un coût du salaire qui est bien moindre. On a jusqu'à 75% de taux de restitution. Donc là, n'hésitez pas à nous solliciter en direct pour qu'on puisse regarder quel scénario ou à participer. On a un rendez-vous de groupe tous les jours. On explique le modèle Jump. Je vous ai mis tout ça dans les liens sur le chat. N'hésitez surtout pas. On vous les remettra aussi par mail, bien sûr. Hop, Cédric d'ailleurs qui continue. Lorsqu'on est chez Jump, peut-on rompre le contrat comme on veut? Si j'arrête ma mission, dois-je continuer à payer mon abonnement? Chez Jump, il y a deux types d'abonnements. Un abonnement à 99 €, c'est un abonnement avec engagement. Donc vous engagez sur un an, en tout cas un engagement financier, et un abonnement à 149 € sans engagement. Pour rompre son contrat de travail, c'est très simple, il y a trois motifs de rupture, hein. Vous êtes en période d'essai, c'est une rupture de la période d'essai, une démission ou la rupture conventionnelle quand vous avez fait plus de 8 mois dans la société. Puisque derrière, la rupture conventionnelle doit être acceptée par un organisme social qui est la DRITS, et donc il y a des règles à respecter. Mais donc c'est très simple d'arrêter son contrat et il n'y a plus, par rapport à une société, il n'y a pas de coût d'entrée ni de coût de sortie. Donc c'est vrai que quand vous vous lancez en freelancing, ça peut être intéressant de passer par une boîte comme Jump au départ pour voir si ça vous plaît. Et ensuite, on sera là aussi pour vous accompagner, pour vous permettre d'optimiser vos revenus en tant que freelance et de voir est-ce qu'il y a un cumul avec un autre statut qui pourrait être plus avantageux. Hop là. Question pour Jump de Sherazade. Est-ce que, comme d'autres sociétés de portage, vous proposez le contrat CDI au forfait heure afin de déclarer des heures supplémentaires pour défiscaliser sur l'IR? Non, on n'est pas au forfait heure. Concrètement, sur la coopérative, si vous faites plus d'un SMIC, vous êtes considéré comme sur un temps plein. Et sur la boîte de portage classique, là, c'est vis-à-vis de la convention collective de portage qu'on suit exactement. Hop. Cherry Pick n'est que pour les métiers de la tech. Je pense que ça, Florian y a répondu avec la partie DSI. Les métiers de la DSI et de temps en temps les métiers un peu du marketing ou autre, mais c'est plus quand on veut rendre service à un client qu'on connaît via sa DSI et qu'ils ont des besoins un peu spécifiques, mais c'est plus rare.
Et la question pour toi, Florian, quelqu'un qui est sur la plateforme Cherrypick depuis 3 ans et qui ne reçoit que des missions sur Paris alors qu'elle est basée à Montpellier. Ah ouais, Est-ce que vous... compliqué. En fait, Montpellier, on a très peu de clients pour le coup. On a Groupama à Montpellier et je crois que c'est quasi tout. Et après, on va avoir quelques déplacements qui peuvent être jouables des fois à Aix-en-Provence ou Marseille, mais pour BPCE et d'autres. Mais ça fait quand même une bonne heure et demie de voiture, si je dis pas de bêtises. Même sur 2-3 jours par semaine, c'est compliqué. Et après, on va être plutôt sur le côté Toulouse, Toulouse-Bordeaux, donc complètement de l'autre côté. Donc Montpellier, effectivement, n'est pas la ville où on a le plus de nos clients. Par contre, là où il faut regarder, c'est sur nos missions avec beaucoup de remote, qui peuvent être très intéressantes parfois, avec par exemple un jour par mois à Paris ou à Lyon, ça se fait bien en train. Euh, mais c'est vrai que bah là, pour le coup, moi, ça fait 1 an et demi que j'y suis. J'ai pas eu souvent de missions en dehors de Groupama à Montpellier. Et parce je pense qu'on n'a pas une force de prospection qui est concentrée là-dessus. Et nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Neosoft et ils n'ont pas d'agence à Montpellier. Du coup, ça ne nous aide pas. Donc, effectivement, on ne sera peut-être pas les mieux placés pour proposer beaucoup de missions sur la région. Ouais, je comprends, mais ne pas hésiter sur les missions remote, en effet. Ouais. Hop, on continue la partie questions. Comment gérez-vous les retards sur les factures? Nous, côté Jump, en fait, soit vous avez pris un prestataire externe, enfin qu'on vous met en relation et donc il y a une avance de facture. En revanche, on fait pas d'avance de salaire. Avec un abonnement à 99 € par mois, ce ne serait pas viable. En revanche, vous pouvez très bien faire une avance de facture et dans ces cas-là, il y a une commission qui est prise en fonction du délai de paiement de votre client qui va de 2 à 3 en fonction de ça. Et avec Cherrypick, ça fonctionne très bien. Ouais, puisque nous on paye tout le temps pareil, sous 30 jours en général. Donc ouais, Et ça ouais, c'est fonctionne ça. pour Donc, 100 fois ouais, quand c'est sous 30 jours. la plupart du temps, c'est 30 jours en délai de paiement. Les retards de facturation, après, s'il y a un retard, chez Jump, vous êtes garant de la relation commerciale avec vos clients. On ne va pas s'immiscer, donc on va vous indiquer que là, il y a un retard de facture. On vous laisse aller au front et on est là derrière avec une équipe légale, la possibilité de faire du recouvrement si besoin. Mais voilà, par défaut, on ne veut pas s'immiscer dans vos relations commerciales parce que peut-être que vous serez au courant que le client a une difficulté pour X, Y raison. Et donc, on ne va pas aller le relancer pour vous pour ne pas s'immiscer dans cette relation-là. Mais Mm. on est en backup si besoin. Euh, je reformule un peu. Alors attendez, c'était Christophe. Je voulais dire qu'aucune fonction hormis chef de projet ne repose réellement sur celle-ci, mais surtout des fonctions techniques de développeurs graphistes. Est-il possible de trouver des missions dans ce domaine relationnel? Je pense que ouais, je suis déjà Ouais, venu pas mal sur le sujet. Les missions qu'on va avoir, ça va être des missions donc DSI, donc là en l'occurrence ça rentrerait pas. On va avoir des missions nous un petit peu de marketing, tout ce qui tourne autour de ça, et on va avoir quelques missions annexes assez rares qui sont des missions autres que la DSI. Je pense par exemple à Enedis qui nous demandent souvent des profils qu'ils appellent appui au pilotage avec de l'assistant à la direction, des choses comme ça, des clients, voilà, des clients qui ont des besoins spécifiques, mais c'est tellement occasionnel que je pense qu'on ne peut pas vraiment compter dessus. Par contre, il faut se tourner sur tous les métiers en dehors de ça, vers des plateformes qui sont des plateformes généralistes où il y a de tout. Et vous pouvez aussi bosser avec Jump. absolument. Plateforme généraliste, hein, Malte, Little Big Connection, toutes les plateformes qui vont regrouper, comme son nom l'indique, généralis. On a Angelica qui nous pose des questions par rapport au RQTH. Alors nous, côté de Jump, c'est quelque chose Ouais. que quand on vous embauche, on vous le demande forcément. Et donc j'ai plein de enfin, à titre d'exemple, je sais qu'il y a plein de freelances où c'est pas du tout un problème. Est-ce que c'est dit en amont sur la mission ou pas? Pas forcément, de la part du freelance, ça dépend. Ouais. Mais Ouais, j'ai ouais, pas trouvé clairement, que en c'était fait, éliminatoire en tout cas. non, non, pas du tout. Non, en fait, en réalité, nous, c'est juste, moi, je demande juste s'il y a des aménagements particuliers. Comme ça, on peut prévenir le client. Après, un bon consultant, c'est un bon consultant pour lui, pour les clients. Donc, il regarde plutôt.
si la personne c'est la plus compétente pour le poste ou pas. Après, pour le reste, on n'est pas obligé d'en parler. S'il n'y a pas d'aménagement, s'il y a des aménagements particuliers, bon là c'est toujours mieux de le savoir quoi, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Harold qui nous demande les plateformes pour les Customer Success Managers. Là, il faut regarder, mais vous avez Little Big, Connection, le Hibou. Enfin, il y a tout un tas de plateformes. Nous, sur notre job board, on vous met en avant les différents partenaires, dont Cherrypick, mais pas hésiter Ouais. à regarder un peu ce qui se fait sur. Je crois ils font, il me semble quand même le hibou, c'est vraiment comme nous. C'est assez tech, mais tu Ils peux sont avoir. vraiment très très. Ouais, ouais, de temps en temps, ouais, il me semble. Mais c'est vrai que c'est pas leur Moi, cœur de métier. franchement, Mais CSM, Comet non plus. j'irai sur Malte principalement, Ouais, parce parce que qu'on est quand même sur des et choses très LinkedIn, hein, généralistes qui évidemment. sont Bon, pas liées voilà. à un type d'activité. Mm, ouais. Avez-vous des missions dans génération des reports avec Jasper Report? Non, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Voilà. De notre Ouais, côté, non. Ça me parle pas du tout. moi aussi non plus. Vous évoquez Pilote, je ne connais pas, pourriez-vous préciser? Merci. Connaissez-vous des plateformes pour des commerciaux IT freelance? Ouais. Pilote, c'est en fait une plateforme qui vous permet de créer un profil et ensuite eux vous mettent en avant sur toutes les plateformes tech. Et c'est avec un YPYLOTE. N'hésitez pas, vous pouvez les solliciter sur LinkedIn aussi. Et des plateformes pour des commerciaux IT. J'irai sur sur toutes les plateformes IT, mais surtout sur les plateformes généralistes. Ouais, après, voilà, les commerciaux IT, moi, j'en vois beaucoup qui ont posté leur profil sur Freework. Mm. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça marche. Donc, Freework, a priori, et, euh, et LinkedIn pour ça, de toute façon. Ce genre de métier, moi, je recruterais un freelance commercial, j'irais via LinkedIn. Je me casserai pas la tête. J'ai pas en tête de spécialiste de ça, donc j'irai sur LinkedIn. Je partage complètement. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn. Et Florian, chez Cherrypick, on doit refaire son parcours malgré le fait d'avoir renseigné son profil LinkedIn. Sur Cherrypick, bah, en fait, en réalité, j'allais dire, j'allais dire non, mais en fait, bientôt oui. En gros, jusque-là, on regarde principalement les CV et la recherche de mots-clés peut passer par le CV. Donc, si le profil il manquait un peu des choses dedans, ça nous pénalisait pas, on va dire, sur notre recherche via notre propre plateforme. Euh, Maintenant, on est en train d'essayer justement de d'utiliser, de tester des choses avec de l'IA justement pour voir si ça nous aide à trouver les CV les plus pertinents plus vite et du coup à pouvoir à manquer personne, mais je crois qu'elle utilisera aussi beaucoup le CV. Donc moi, j'insisterai plus sur le CV qu'on met dessus que sur le profil LinkedIn ou le, ou le profil tout court. Mais voilà, si ça peut être rempli, c'est bien. Bah, il faut C'est toujours comprendre mieux. aussi que chaque plateforme a ses algorithmes. Et donc, si vous répondez à ce que la plateforme vous demande, vous aurez plus de chances de remonter dans les algorithmes. Mm. Mais en général, le CV, ça marche partout. Faut-il avoir un statut d'entrepreneur pour passer par Cherrypick Jump? J'ai un titre de séjour pluriannuel. Alors, pour Cherrypick, il faut avoir une structure juridique pour facturer, donc que vous passez par une société de portage comme Jump ou en ayant votre propre structure. Côté Jump, sur la partie titre de séjour salarié, il n'y a aucun problème, il y a juste des critères à respecter vis-à-vis de votre titre de séjour. Et là, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un expert Jump pour qu'on puisse rentrer dans le détail par rapport à ça. Mais je pense pas que ce soit un problème côté Cherrypick aussi d'avoir ce titre de séjour-là, puisqu'il vous autorise à travailler tant que vous avez la structure juridique pour facturer. Ah ouais, non, non. Ouais, au contraire, moi, je vais conseiller Jump justement en cas de titre s'il y a besoin. Des fois, c'est plus simple d'être en CDI pour les titres que d'avoir son auto-entreprise. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Voilà. Exactement. Et on termine avec Philippot. Comment peut-on profiter du 50% off pour pour les 3 premiers mois chez Jump? Pour ça, il faut que vous ayez votre première mission avec Cherrypick. C'est le fait de faire ce partenariat. Donc là, quand vous êtes, soit vous passez par la page avec Cherrypick, soit vous l'indiquez. De toute manière, on vous demandera quel est le client de votre première mission.
Oui. Donc, si vous êtes en recherche de mission, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Comme ça, on fait connaissance rapidement. Moi, voilà, j'ai votre profil en tête pour la suite. Et puis, si vous voulez voilà, à tout moment revenir sur ce partenariat, nous, on a nos partenaires en fait sur la plateforme. En bas, en fait, quand on descend tout en bas du site, il y a marqué les partenaires Cherry-Pick. Et en cliquant, vous retrouvez tous les partenaires et en portage, notre partenaire, c'est Jump. Donc, vous ne pouvez pas le rater. Et pour finir, Georges, souvent pour un crédit immeuble d'un freelance en portage, les banques n'acceptent pas son dossier. Est-ce que le cas avec Jump? Alors, je ne suis pas banque, donc je ne peux pas vous assurer que parce qu'il y a plein de critères quand on dépose son dossier. En tout cas, ce que je peux vous Ouais. dire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de retours positifs de la part de freelance. Ouais. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir des fiches de salaire stables et éviter les salaires en dents de scie qui font peur à un banquier. Et nous, à titre perso, avec Jump, on bosse avec une société de courtier en ligne qui s'appelle Preto. On a formé leur meilleur commercial sur le portage parce que c'est spécifique et qu'il faut savoir aussi l'expliquer à son banquier. Mm. Voilà. C'est clairement plus facile via du portage, hein, pour le coup. Mais par rapport à, de toute manière, il y a deux piles, les indépendants, ceux qui sont en CDI, et ensuite il y a les CDI en portage. Le banquier aujourd'hui ne regarde pas votre contrat de travail, mais surtout les fiches de salaire, et forcément, il sera plus enclin à être en confiance avec quelqu'un qui a un contrat de travail qu'avec des personnes qui ont des bilans. D'ailleurs, ça se voit, 3 fiches de salaire contre 3 ans de bilan. Donc c'est ça qui sera important, mais nous, on a des retours quand même très positifs. Un grand merci. Désolée, on a un petit peu dépassé côté timing, mais c'est toujours super intéressant de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Un grand merci en tout cas pour votre écoute. Vous allez recevoir un petit mail récap et on est à votre dispo, autant Florian que moi, pour répondre à l'ensemble de vos questions s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à nous solliciter. Ouais. N'hésitez pas sur LinkedIn et puis j'espère que ça aura pu vous être utile. Ouais. Bonne journée et bon appétit. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.